C'est chaque jour un méli-mélo de diverses attitudes pour certains qui dorment, d'autres qui sont réveillés et pour encore certains d'autres qui ne manqueraient pour aucune raison les premières secondes de votre programme. Et toutes ces personnes vous constituez pour nous les gens du matin, bonheur. Et au milieu de tout ça, il y a nous deux et toute l'équipe de production qui vous souhaite un doux réveil et une belle émission, un bon début d'émission. C'est Matin Bonheur qui démarre. Merci, nous sommes jeudi. Merci Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Le conducteur de cette émission va se conjuguer au verbe bien se porter. Bien se porter parce que c'est la santé qui est de mise, qui se décline sous plusieurs formes. Santé au niveau de la malnutrition avec un éminent professeur, le professeur Cathy, que nous allons recevoir pour nous parler de comment entreprendre et bien entreprendre contre la malnutrition. Et puis, nous allons rester dans la spirale, dans le giron, bien sûr, de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le diabète. Pour parler aujourd'hui du diabète de type 2 avec le docteur Envo, sans oublier l'espace vert, bien aménagé pour nous accueillir et discuter avec Elie Saad. L'image du jour, mesdames et messieurs, qui vient maintenant, regardez, c'est l'image de ce chat beauté. Beauté, B-E-A-U-T-E, ma très chère Alix. Eh oui, un chat qui épouse, on va dire, l'esprit de ce jeudi là, tout en parlant bien sûr de notre espace vert, un chat taillé sur mesure c'est de l'herbe, hein, on va dire. Il a été sculpté. Ce chapeauté, il est tout beau, voilà. Un chat beauté, on voulait vous faire partager. Chapeauté par la beauté. Exactement. Beau chat, en tout cas, pour ce matin. Pour ceux qui aiment les petits animaux à quatre pattes, moi, les chats, c'est pas trop ma tasse de thé. Ah, ok. J'espère que justement votre tasse de thé est dans vos mains et que vous êtes parés à nous regarder jusqu'à 7h30, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. C'est le 21 novembre. Ça fait un mois pile que la saison a démarré depuis le 21 du mois dernier. Un mois, quand le premier mois passe, eh bien, on va aller ensemble jusqu'à la fin du mois de juin. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Alors, dans les détails, Alix, qu'est-ce qu'on aura concrètement? Eh oui, à côté de tout ce que vous avez pu nous donner comme information concernant ce sommaire, on aura le triomphe de l'information avec Régis Kofi qui est en train de s'apprêter là pour le premier flash, celui-là Ivoire, vous le savez maintenant. À côté de Régis Kofi, juste après, c'est le coach Lanzeni qui vous fera faire des longueurs, des sprints, un sprint course de vitesse en compagnie de ses deux amis emblématiques du fitness. Galette jaune, ça vous dit? Ben, c'est le petit-déj. On sait à Abidjan, hein, tous les matins, nos mamans, nos grandes sœurs, nos petites sœurs aussi des fois, sont à des coins de rue et qui nous confectionnent ces mets-là, prisés ici, jaune, sans oublier l'accompagnement, le maca. C'est comme ça qu'on dit ici, les macaronis. Tout à fait. Et puis n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que vous avez remarqué que depuis le premier vendredi de cette saison, il y a toujours ce côté Made in Côte d'Ivoire, patrimoine culturel, psychologique, génétique, philosophique de notre pays. Eh bien, dans cet élan-là, nous recevons demain une dame magnifique qui va nous parler des goûters de notre enfance. Demain, tout le plateau sera irradié de goûters, tout ce qu'on a aimé quand on était petit, comment on a mangé, comment on a dégusté tous ces goûters. Alix a parlé du jaune, agba cracro, enfin, tous les jus, à tout, il y aura tout ici. Et ce sera dans le cadre, bien sûr, des goûters de notre enfance. Et vous, quels étaient vos goûters préférés? J'aimais le cracro. C'est une sorte de pâte de banane. Alix n'a plus sa place ici, elle est trop benguiste. Prononcez ça normalement, non, comme une digne fille de la Niébite, il y a ça. Eh bien, une digne fille aussi, de l'autre côté, hein, mélange, voilà, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Mais c'est le cracro, oui. Le cracro. La pâte de banane. Cracro. Oui, c'est cracro, mais on dit la même chose. Non. Si, c'est trop glamour pour vous, ça. Pâte de banane en purée avec quelques doses de farine frite. Et c'est très bon, avec un piment très relevé. J'aimais bien ça, le cracro. Et je vais vous raconter une histoire. Les goûters de notre enfance, comment les goûters contribuent à la décrispation politique? Madame le député de Cocody était à une manifestation, à une projection de film, et à ses côtés, il y avait d'autres membres, il y avait quelqu'un qui venait du RHDP, quelqu'un qui venait donc du FPI, et il regardait le film. C'est une histoire vraie. Et elle a sorti un cré-cré de son sac. Madame la députée de Cocody pourra confirmer. Elle a sorti un cré-cré de son sac et elle a cassé. Elle en a donné au monsieur qui était là du FPI, au monsieur qui était là du RHDP, et rien qu'avec un goûter, la Côte d'Ivoire était réunie ce jour-là. Et ça fait bien. On s'est dit non, il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Merci d'être à Matin Bonheur, l'émission où tout le monde se rassemble avec, bien sûr, notre ami Régis Kofi pour l'information qui débute maintenant.
Madame, Monsieur, bonjour. On part en Allemagne pour démarrer. Séance plénière de la 3e édition du forum du G20 Compact with Africa mardi à Berlin. Le président de la République a pris part aux travaux. Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire continue de poursuivre les réformes initiées dans les 3 domaines retenus dans le cadre du Compact with Africa, à savoir le cadre macroéconomique, le climat des affaires et le financement. La chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle salué les bonnes performances économiques réalisées au cours de cette année 2019 par les 12 pays africains membres du Compact with Africa. L'amélioration du climat des affaires a fait l'objet d'une rencontre entre la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, l'État et le secteur privé. Les acteurs ont fait des propositions pour lever tous les obstacles au bon fonctionnement des affaires en Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. Cette réunion tripartite entre le gouvernement, le secteur privé et l'Union européenne est la première du genre depuis le lancement du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Investir ensemble. Au menu de ce trilogue, la recommandation du livre blanc de la Chambre de commerce européenne, notamment sur le faible taux de bancarisation, l'accès illimité à Internet et le coût élevé de la démarche et du système d'incitation. Nous avons parcouru les éléments principaux de ce livre blanc et nous sommes toujours dans la dynamique pour vraiment les analyser afin de renforcer déjà les réformes qui ont été pleinement engagées par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'amélioration du climat des affaires. La Côte d'Ivoire a un potentiel investissement qui est le plus grand en Afrique. Ça a été constaté par plusieurs études. Maintenant, il faut réaliser ces potentiels. Et pour réaliser les potentiels, il faut qu'on élimine un maximum des obstacles. En dépit des solides atouts économiques dont dispose la Côte d'Ivoire, matérialisés par une croissance soutenue de 8,6% par an en moyenne depuis 2012, de nombreux défis restent encore à relever au niveau de l'accès au financement pour les entreprises, les obstacles au commerce et les infrastructures à renforcer. Pour le secteur privé, la levée de ces obstacles va contribuer efficacement à la transformation structurelle de l'économie nationale. Améliorer la gouvernance, améliorer les performances non seulement de nos entreprises, mais bien sûr de la Côte d'Ivoire en général. Si on veut aller vers l'émergence, c'est tous ensemble et c'est en particulier en aidant le secteur privé à continuer à se développer davantage. Rappelons que l'Union européenne a mis en place un instrument d'appui au secteur privé dénommé Plan d'investissement extérieur, doté d'une enveloppe de 2050 milliards de francs CFA. Cet instrument vise à promouvoir les investissements stratégiques dans les pays africains. La Chambre de commerce européenne et le secteur privé ivoirien entendent profiter de cette opportunité en mettant en place un important consortium qui aura pour mission principale de contribuer au développement économique, durable et inclusif de la Côte d'Ivoire. Détecter plusieurs bactéries pathogènes en un seul test au lieu de plusieurs et en moins d'1 heure contre 4 jours. Ce sont là les aptitudes de FilmMérieux, un appareil de diagnostic des maladies infectieuses développé par l'entreprise française BioMérieux, remis à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Les détails de Mahama Traoré. Il se présente comme un ordinateur de bureau, mais vaut bien plus de par ses fonctionnalités. Son nom, FilmMérieux. Un outil informatique utilisé dans le domaine médical pour le diagnostic des maladies infectieuses. FilmMérieux est en réalité la technologie la plus avancée en matière de tests de microbiologie dans les laboratoires. Lorsque un patient infectieux arrive à l'hôpital, cet outil permet de le diagnostiquer entre 45 à 1 heure de temps et de savoir le pathogène qui cause l'infection en question. Et cela évite aux patients d'aller dépenser plus d'argent, de faire plusieurs tests pour arriver à identifier le pathogène en question. La compagnie française BioMérieux qui a développé FilmMérieux vient d'en offrir un à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Le FilmMérieux profitera non seulement à nos patients, mais également à toute la population ivoirienne et de la sous-région, car cet équipement bénéficiera aussi aux établissements hospitaliers, car nous constituons avec eux l'un des meilleurs maillons du système sanitaire ivoirien. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le premier établissement sanitaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région à bénéficier de cet appareil. Si par exemple, dans le domaine de la chirurgie, de l'obstétrique, on a un patient
qui est infecté, un nouveau-né, un prématuré qui arrive et qui vient dans un contexte infectieux. Il faut que très vite, très vite, on sache quel est le germe qui est à l'origine de son infection pour pouvoir être actif sur le plan médical. Donc grâce à cet outil, en 45 minutes, on a un diagnostic étiologique. Pour nous, c'est vraiment très important. Le don de cet outil d'aide à la décision intervient à la faveur de la Semaine mondiale dédiée au bon usage des antibiotiques, semaine qui vise à mieux sensibiliser les professionnels de santé à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter que la prise en charge des patients ne débouche sur des résistances aux antibiotiques. En prélude à la présidentielle de 2020, des femmes s'engagent pour la paix. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, section Côte d'Ivoire, lance depuis Grand Massam une caravane nationale pour prôner la paix et la cohésion sociale. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Une procession partie de la gare routière pour s'achever à la préfecture de Grand Bassam. Il s'agit de promotion de la paix par des femmes du Sud Comoé. Elles sont membres du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, section Côte d'Ivoire. Un appel pressant aux différentes composantes de la société est lancé pour la préservation du climat apaisé. L'appel est lié à l'échéance électorale de 2020. Des exhortations inscrites dans une motion lue et remise au préfet de Grand Bassam. Le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Côte d'Ivoire et la CAFER Sud-Comoé demandent aux responsables et leaders politiques de prendre conscience de leurs responsabilités dans la préservation de la paix, notamment en prenant de la hauteur dans la prise de position, d'abandonner leur vision étriquée de la politique avec pour seul horizon la satisfaction immédiate de leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la nation tout entière, et ce, sur fond d'intolérance, de refus du pardon et de réconciliation vraie. Cette mobilisation sonne le début d'une caravane nationale des femmes pour la paix. L'initiative est soutenue par le préfet de Grand Bassam. Vous avez choisi, à travers cette caravane, d'aller inviter dans les foyers les uns et les autres à s'engager résolument dans la paix, complétant et appuyant les actions de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui tous les jours nous dit que les élections se dérouleront dans un climat apaisé. Je voudrais vous remercier pour avoir relayé et appuyé ces actions. La signature d'un livre blanc, synonyme de l'engagement pour la paix, par les différentes couches sociales présentes, ainsi que la remise de vivres et de vêtements destinés aux victimes des récentes inondations de Grand Bassam, ont marqué cette célébration de la paix dans la ville historique classée au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, ainsi s'achève ce 6h. On se retrouve à 6h30. Merci Régis, à tout de suite pour le deuxième flash. Et nous on partira illico, vous savez, vous connaissez maintenant les différents axes de cette matinale. C'est pour le fitness, la course de vitesse. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis coach Koulibaly, ton coach. Ce matin, sport de qualité, course de vitesse. On a l'habitude de faire de la course d'endurance. Cette fois-ci, c'est course de vitesse. On y va.
Quelle séance de qualité. Ah, on a transpiré. Parce que Alix et moi, on fait les mêmes mouvements quand ça passe ici. Donc on est fatigué. Ça se voit. Ça se voit qu'on est fatigué. Vous voyez pas comment je transpire là? Vous voyez pas la transpiration? Bon, quand c'est comme ça, on décompresse un peu et puis on va manger. On va manger. Histoire du petit-déj, c'est parti maintenant. Connaissant, je dirais plus que c'est la suite après le fitness qui vous intéressait. Soit dit en passant, et à vous aussi, chez vous à la maison, pourquoi pas, ça pourrait vous intéresser comme en cas ce matin, petit déjeuner. Si la réalisatrice veut bien, on y va pour la première image. On y donne des formes, hein, comme on veut. Du jaune avec des têtes de quoi, on ne saurait vous dire. Alexa, vous savez comment ça se mange? Deux boules en bas. Vous savez comment ça se mange? Non, dites-nous tout, vous êtes expert en la matière. Ça se mange soit à 10 h à la récréation. Oui. Vous savez, les écoles, il y a toujours des vitres, il y a toujours des trous dans le mur là où on peut mettre la main et puis les vendeurs sont de l'autre côté. Dis donc. Puis on met la main, met ça là-dedans pour reprendre ça. Et puis quand on fait ça à la maison, on ne mange jamais ça au salon ni à la terrasse. Je le dis toujours, il faut manger ça dans un coin de la cuisine avec un t-shirt de publicité. Genre matin bonheur, RTI1, matin bonheur, puis vous mangez. Et les enfants, ils ont ce petit tic-là hein, par rapport à la forme des jaunes. On l'ouvre au cœur et on y introduit les macaronis avec les œufs. On en fait comme un petit sandwich. Et puis, vous savez, ce qui est marrant, on ne le termine pas d'un coup. Voilà. On fait languir. Voilà, on le savoure. On le savoure. On fait languir les frères et sœurs qui on ont regarde terminé. On regarde le jaune dans les yeux. Leurs. On entend ça micher en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ça énerve les gens qui sont à côté. On regarde le jaune dans les yeux, on le savoure, on le respire et on le mange. Regardez. Voilà. En tout cas, vous avez toutes les techniques ce matin pour déguster vos jaunes et autres petits déjeuners. On vous souhaite un bel appétit, mais restez devant Matin Bonheur. Devant Matin Bonheur, on salue au passage toutes ces femmes-là, parce qu'à travers ces petits déjeuners, c'est des commerces, c'est l'économie. Hein. Toutes ces mamans qui vendent les jaunes dans toute la Côte d'Ivoire, on vous salue et pour parler comme les Ivoiriens, on vous embrasse. Ensemble. On vous embrasse. Alors, la suite, Alix, là maintenant, on va prendre un ton sérieux pour parler info maintenant. C'est ça, après la nourriture, la digestion, c'est avec l'information. Non, pas Régis, Renaud Kobiat. Alors, on va commencer avec vous, mon très cher Renaud. L'Inter a ouvert ses colonnes à une ex-ministre de M. Laurent Gbagbo. Bonjour Alix, bonjour Marco. Effectivement, cette ancienne ministre à laquelle le confrère a accordé une interview exclusive, c'est Christine Adjobi, celle qui milite désormais au FPI, tendance Afi-Nguessan, la branche du parti reconnue par le pouvoir ivoirien, dit ses vérités sur la crise au Front populaire ivoirien et sur la réconciliation prônée par l'ensemble des militants de ce parti. À ce sujet, l'ex-ministre de la Santé de Laurent Gbagbo, l'ex-ministre plutôt de la lutte contre le sida de Laurent Gbagbo lance « Nous attendons que Simone Gbagbo se manifeste, la balle est dans son camp ». Et dans cette revue de presse, on a des nouvelles de l'ex-PAN qui nous sont données ici par l'Inter toujours. En Europe, depuis plusieurs mois, Soro prépare quelque chose en Belgique. C'est ce que lance en manchette le confrère. L'Inter révèle au passage la date probable du retour à Abidjan du député de Ferké. Pour plus de détails sur cette info, il faut se procurer l'Inter de ce jour. Et on ne va pas s'arrêter là, on parle toujours de l'ancien président de l'Assemblée nationale, son Excellence. Oui, et c'est avec Soir Info qui révèle à sa une que pour la présidentielle de 2020, des soutiens français se rapprochent de Soro Guillaume. Le confrère souligne aussi ce qui attend l'ex-premier ministre à son retour à Abidjan et nous apprend que son camp lance un message à Ouattara. Et autre personnalité politique de notre pays, maintenant, avec cette info, un cadre du RHDP envoie un message au président Bédier. Et ce cadre, c'est Joël Célestin Tchétché, porte-parole RHDP France Unifiée, à qui le mandat a accordé une interview. Le confrère nous dit qu'il n'y est pas allé du dos de la cuillère pour délivrer son message au président du PDCI avec ces mots. Célestin Tchétché sans pitié pour Uzueba. Monsieur Tchétché lance notamment à l'endroit du Sphinx de Daoukro. Si Bédier est candidat, Ouattara le sera aussi. On ne peut pas diriger le pays avec des arrangements et que le PDCI assume les conséquences de ses actes. Et pour terminer, il demande que cessent les rumeurs sur Charles Kofi-Dibé, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et retrouver l'intégralité de cette interview dans Le Mandat. Allô, l'intelligent d'Abidjan, on dit quoi chez vous? Eh bien, l'intelligent d'Abidjan nous transporte au cœur du conflit qui mine en ce moment le bureau ivoirien des droits d'auteur avec cette une.
Fadaldé nous avait caché son plan machiavélique et Serge Akmatou est un bandit. Ces propos sont extraits de l'interview accordée par l'intelligent d'Abidjan à Jean-Marcel Tapé, membre du staff de Série Sylvain, ex-PCA du Bureau ivoirien des droits d'auteur qui a été révoqué récemment de la tête du conseil d'administration de la Maison des artistes. Selon le collaborateur de l'ex-PCA, l'artiste est le nouveau directeur général par intérim plutôt du Burida, sont pour beaucoup dans la chute de Série Sylvain. Plus de détails sur cette affaire dans l'intelligent d'Abidjan. Et à présent, Renaud, vous nous emmenez au Kenya. Oui, au Kenya et plus précisément dans les tribus Maasai où lorsqu'un bébé vient de naître, tenez-vous bien Marco, il passe dans les bras de toutes les femmes du village pour, Alix, pour qu'elle lui crache dans la bouche. Dis donc. Oui, vous avez bien entendu, toutes les femmes du village crachent dans la bouche de bébé. Il paraît que c'est quoi la symbolique? Il paraît que cette tradition porte chance. Ah ouais? Ouais, donc on va l'essayer avec un des bébés. Non, il faut vérifier d'abord si les enfants qui ont déjà été crachés dans la bouche ont eu la chance. Alex Renaud, pour rester dans la tradition, il y a un peuple au Kenya, on l'appelle les Kikuyu. Quand vous arrivez, que vous êtes un étranger, celui qui vous accueille, vous fait passer, vous laisse dormir dans avec la chambre avec son épouse. Oui, j'ai appris cela. Oui, avec son épouse. C'est sûr que la moitié des membres de cette équipe iront en vacances au Kenya. Je ne sais pas si vous avez déjà pris vos billets d'avion pour les vacances. Voilà, mais moi, c'est décidé, je suis Kenyan. Bon. Mesdames et messieurs, ça ne nous étonne même pas. Je suis Kenyan pour accompagner des gens qui vont... On risque de perdre Marco. Je suis déjà pris. Parce que l'histoire ne dit pas la suite de cette tradition-là. Quand vous finissez de dormir, qu'est-ce qui vous arrive? Non, on dit vous dormez avec la femme. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous couchez avec la femme. Il y a dormi et coucher. Il y a la nuance. La précision et les détails. C'est là. Welcome is welcome. À force de fréquenter les gens du droit, on connaît les nuances de droit. Welcome is welcome. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que ça l'on peut bien dormir même? Franchement. Voilà, merci à vous Renaud. Merci Marco. On se retrouve demain, toujours avec vous à 6h10. Matin Bonheur se poursuit, matin de la bonne humeur, mesdames et messieurs. Tout le monde est invité. Maintenant, on va parler espace vert avec une femme passionnée donc d'espace vert, de tout ce qui est environnement, qui a comme mission de reboiser toute la Côte d'Ivoire. Et on va l'encourager à y arriver. C'est Madame Elissade. C'est juste après ceci. Eh oui, elle est avec nous sur ce plateau, Madame Elissade, avec qui on parle aujourd'hui de techniques pour être éco-citoyen, notamment des nouvelles habitudes de consommation de l'eau, source de vie pour un meilleur environnement. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Alix, bonjour Marco, vous allez bien? Ça va. Surtout qu'on est pratiquement dans les mêmes couleurs. Hein. Ben oui, sans s'être concerté. Alors, dites-nous tout sur l'eau. Est-ce qu'on doit se concerter justement pour l'eau? Parce que l'eau, le président Abdou Diouf disait à l'époque que l'Afrique a 3 problèmes. L'eau, l'eau et l'eau. Ça continue? Tout à fait. Donc l'eau, source de vie, on appelle la planète bleue parce qu'elle est recouverte de 3/4 d'eau. Oui. Nous sommes nous-mêmes composés de 75% d'eau et on sait qu'on n'a aucun substitut pour l'eau. Un homme ne peut pas tenir une semaine sans ingurgiter d'eau. Et il faut savoir que l'eau, hélas, n'est pas illimitée. On peut observer en Côte d'Ivoire depuis 2014, notamment un stress hydrique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un stress hydrique. On connaît tous les stress, mais pas celui-là, à savoir que nos besoins en eau sont supérieurs à nos ressources. Et donc, du coup, par exemple, pour la région d'Abidjan, maintenant, on doit prendre de l'eau de Bonoua pour venir jusqu'ici. Donc, ce qui entraîne beaucoup plus de besoins d'énergie. Et pour étayer, on a pu constater, il y a peu, avec cette pénurie d'eau qu'a connue la région du Beken notamment. Alors, ceci nous emmène à se demander pourquoi il faut économiser et préserver l'eau. Avec tout ce que vous dites, c'est certain, mais comment le faire, surtout? Comment le faire? Alors, il faut savoir que là, comme vous pouvez voir sur le diagramme, il y a 70% de l'eau utilisée pour l'irrigation, 22% pour les industries, et seulement 8% pour l'usage domestique. Mais on peut vraiment être, même si on n'est pas responsable, on peut être tous acteurs du changement. Donc, des petites astuces pour essayer de consommer mieux de l'eau et vraiment donner la valeur à l'eau. Il faut éviter tous les gaspillages. Donc, ça se passe déjà dans votre salle de bain. Quand vous lavez les mains, quand vous vous rasez, quand vous brossez les dents, évitez de garder le robinet ouvert. OK. Alors, on a constaté que l'eau fait défaut. Ça rime en plus, hélas. Alors, on a des habitudes globales. Parfois, les gens nous allaitent tellement qu'on a peur. Dans d'autres pays, on dit qu'il y a des climato-sceptiques, des climato-optimistes. Alors, concrètement, en 2019, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une attitude en Australie où il est interdit de laver la voiture avec de l'eau, sauf pour la vitre avant
et la vitre arrière. Est-ce que c'est ce genre de technique nouvelle-là qu'il faut avoir parce que le monde change et on consomme plus? On doit complètement s'adapter. Justement, là, j'ai une petite série d'astuces. Par exemple, pour la voiture, on peut récupérer l'eau de pluie. On peut avoir des citernes dans nos jardins. On peut, au Rwanda notamment, ils ont tous des citernes pour justement essayer de capter au maximum les ressources naturelles, donc comme la pluie. On doit éviter les bains et plutôt privilégier les douches. Il faut essayer de fixer toute fuite d'eau qu'il peut y avoir chez vous parce que la moindre goutte qui fait tic, 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 au final, ça peut être 15 litres d'eau par heure. Et après, c'est quelque chose aussi qui se ressent sur votre facture. On privilégie d'arroser le jardin la nuit pour éviter l'évaporation. Et après, alors vous allez peut-être rigoler, mais ce qu'ils lancent dans les autres pays, c'est d'avoir un Green Day. Donc, d'éviter de manger de la viande une seule journée au moins dans la semaine. Et généralement, c'est le lundi. Parce qu'il faut savoir que pour 1 kilo de viande produit, il faut 15 tonnes d'eau. D'accord. Et ça pourrait être bien pour la santé quand on sait que voilà, il faut réduire son apport en viande. On va revenir à notre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce défi-là, il est possible ici, maintenant ? Oui, complètement. Tout le monde est responsable et tout le monde peut être acteur de ce changement-là. Et en essayant de se fixer des défis, je pense, chaque jour, chaque mois, le but est d'être greener jour par jour. Est-ce que l'eau potable de notre pays est propre? Est-ce que l'eau en Côte d'Ivoire est propre? C'est potable. Tout à fait. Est-ce que l'eau est potable? C'est une grande question. Hein. Complètement. Depuis des années, on se la pose. Complètement. Et Dixit, donc la SODECI et l'ONEP, l'eau est complètement potable en Côte d'Ivoire. Les challenges que nous allons avoir, c'est l'accès à l'eau. Il faut savoir que pour toute la Côte d'Ivoire, il est de 60% et à Abidjan de 80%. Et donc ça, c'est un véritable challenge pour la Côte d'Ivoire pour donner accès à tout le monde à cette eau-là. Et vous nous parlez à l'entame de vos propos d'un déficit parce que ce n'est pas une source intarissable. Au bout d'un moment, on sera face à voilà, on sera sec, comme Marco le dit, on sera sec. Qu'est-ce qu'on devra faire? Il faut prévenir. Comment prévenir maintenant? Alors maintenant, pour ce qui est consommation nous-mêmes de l'eau, il faut privilégier justement de boire de l'eau du robinet. Et pour cela, il y a 3 raisons. Parce que déjà, c'est économique. Il faut savoir que l'eau du robinet coûte 600-700 fois moins cher que les eaux en bouteille. C'est aussi santé, à savoir que le plastique peut avoir des particules comme du BPA et sous la chaleur peut se répandre dans l'eau et donc la contaminer, selon aussi comment l'eau a été entreposée. Et aussi écologique, parce que toutes ces bouteilles et tout le plastique, c'est vraiment le plus gros fléau et un des plus gros challenges aussi écologiques mondial, avec les bouteilles qui se retrouvent sur nos plages. Oui, dans nos océans et autres. Merci beaucoup à vous, Madame Elisa Saad. Vous êtes très impliquée pour tout ce qui concourt au bien-être de notre environnement. Aujourd'hui, avec vous, nous évoquions l'eau, source de vie. On ne le dira jamais assez. On sera avec vous jeudi prochain, toujours avec le même plaisir et la même passion environnementale. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant la station de la pub et le retour de Régis pour un autre pan de l'actualité. Jacquesville, carnaval, Jacquesville, Tohu. Annonceur, associez votre image au carnaval de Jacquesville. Réservez votre stand au 00 225 66 04 42 42 ou au 07 90 00 59. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux accompagné de pluie tôt le matin sera présent sur les zones du littoral et du sud forestier avant de faire place à un temps partiellement nuageux. Les régions de la bande centrale seront sous un temps fait de brouillard ou de brume humide et par la suite les rayons du soleil feront progressivement leur apparition. Le nord du pays sera partiellement nuageux avec une sensation d'air sec. Pour les variables de la matinée, 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 25 à Bondoukou et Boaké, 25 à Daloa, 26 à Dimbokro, 25 degrés à Gagnoa et Korogo, 24 degrés à Mont, 25 degrés à Odiéné, 26 à San Pedro et Sassandra, 25 à Tabou et enfin 25 à Yamoussoukro. L'après-midi, le temps sera généralement dominé par le soleil sur l'ensemble du pays. Les zones du littoral et du sud forestier verront des passages nuageux accompagnés de pluies relativement faibles, avec des possibilités d'orage en milieu ou en fin de période. La bande centrale observera des formations d'orage isolées, accompagnées d'averses de pluie en fin de période, et le nord sera partiellement nuageux, avec une sensation de vent sec et chaud. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 à Boaké et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mont, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 32 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Nouveau rendez-vous de l'actualité, cette fois consacré à l'Afrique. Bienvenue, bonjour à tous. En Éthiopie, les Sidama, une ethnie du sud du pays, ont voté hier pour se prononcer par référendum sur la création de leur propre région au sein de l'État fédéral. Un scrutin en forme de test pour la stabilité future du pays. Le pays connaît en effet une forte recrudescence des violences intercommunautaires et des velléités autonomistes depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre réformateur Abiy Ahmed. Au Tchad, on annonce l'arrestation des chefs rebelles centrafricains, parmi lesquels le général Abdoulaye Miskine, un des hommes clés dans le jeu politico-militaire en République centrafricaine. Depuis lundi, donc, N'Djamena et Bangui sont en pleine discussion. La Centrafrique va demander l'extradition de ces 4 ressortissants. Il y a tout juste 3 mois, le Nigeria décidait de fermer ses frontières, invoquant une mesure pour lutter contre les trafics et la contrebande. Une situation qui a un impact en particulier sur les économies des pays voisins, notamment celles du Bénin et du Niger. Après discussion, ces pays espèrent que les frontières pourront rouvrir au plus vite, alors que le Nigeria dit vouloir prolonger la mesure jusqu'à fin janvier. Les acteurs de la commande publique et les universitaires réunis à l'université de Lomé au Togo pour un colloque sur le contentieux des marchés publics dans l'espace UEMOA. Regardez. Universitaires, étudiants et acteurs de la commande publique venus de différents pays de l'Afrique et de l'Europe débattent sur le contentieux des marchés publics dans l'espace UEMOA. Ici, les grandes questions d'actualité du paysage de la commande publique, du règlement juridictionnel, du contentieux des marchés publics sont décortiquées. Nous avons présenté hier le 2e recueil qui concerne toujours les décisions du CRD, de la RMP. Et aujourd'hui, c'est un colloque sur la gestion du contentieux des marchés publics. Il s'agit pour nous, après avoir commenté les décisions du CRD, de réfléchir du point de vue théorique sur les décisions rendues par cette autorité. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il y a des aspects
qu'il faut améliorer? Est-ce que, du point de vue de la réglementation, il y a des efforts à faire? Les marchés publics revêtent une importance capitale dans le développement économique des pays membres de l'UEMOA. Il importe donc d'analyser les spécificités et incidences de la gestion du contentieux des marchés publics dans le développement socio-économique. C'est pourquoi l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, soutient l'initiative. Il s'avère important aujourd'hui de voir est-ce que c'est réellement profitable, la manière dont le CRD règle ces contentieux-là. Est-ce que ça permet réellement aux entreprises d'évoluer? Parce qu'il arrive parfois que certaines entreprises écopent de sanctions. Et quand ces entreprises écopent de sanctions, elles sont écartées donc, de la commande publique pendant un certain nombre d'années. Les réflexions qui sortiront au cours de ces jours, nous aurons des idées pour pouvoir éventuellement modifier ou apporter des propositions, des recommandations dans les pratiques que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Le colloque international de Lomé va contribuer à façonner le visage du contentieux des contrats administratifs en général et des marchés publics en particulier. Près d'un tiers de la flore tropicale africaine sera menacée d'extinction, selon une étude publiée hier par une revue scientifique qui fournit la première évaluation réalisée à l'échelle continentale sur le sujet. L'Afrique de l'Ouest, le centre de la Tanzanie, l'Éthiopie et le sud de la République démocratique du Congo y sont identifiés comme les régions où s'exercent les plus fortes pressions sur la biodiversité, avec des risques d'extinction pouvant dépasser 76% dans les montagnes éthiopiennes ou 67% dans le delta intérieur du Niger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci à vous, Régis Kofi. On se revoit pour le dernier flash. Et nous, maintenant, votre programme va s'intéresser à un aspect très important de la vie humaine, la nutrition ou la malnutrition. Alors aujourd'hui, en compagnie d'un expert en la matière, le professeur Kati Koulibaly Séraphin. Il est également chercheur en physiologie animale et nutrition. On parlera de entreprendre contre la malnutrition. Bonjour à vous, cher professeur. Bonjour, madame. Bonjour, professeur. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes un éminent, comme Alix l'a dit. Aujourd'hui, on parle de malnutrition. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle malnutrition? Alors, si on parle de malnutrition, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise nutrition. Justement, la nutrition, c'est la science qui permet l'utilisation des nutriments, c'est-à-dire qui sont issus de nos aliments. Lorsque l'on mange, on s'alimente, donc on consomme des aliments qui sont transformés par notre organisme et qui sont utilisés par notre organisme pour fournir de l'énergie qui nous permet de vivre. Des fois, on doit donc couvrir des besoins. Des fois, ces besoins sont trop peu couverts, des fois, ils sont trop couverts. Donc, on a une malnutrition par excès et une malnutrition par déficit. Et on va décortiquer dans quelques instants le sujet. Le temps pour nous de caler le jingle. Alors, on vous écoute. Pourquoi? Comment on arrive à la malnutrition? Est-ce un processus? Est-ce que c'est un état de fait? Quel est l'état au fait de la malnutrition dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens sont bien nourris? Sont bien nourris ou sont en état de malnutrition? D'accord. Il y a plusieurs questions à l'intérieur de cette question. Je dirais que nous avons tout pour bien manger, pour être bien nourris en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la tendance n'est pas bonne actuellement. Voilà. Effectivement, bien manger, manger équilibré, c'est consommer un certain nombre d'aliments qui vous procurent un certain nombre de nutriments qui sont importants pour votre organisme. Donc on a les protéines, les glucides et les lipides qui sont les macronutriments qui sont dans ce qu'on mange dans la viande, dans le poisson, dans l'igname. Voilà. Mais après vous avez les choix alimentaires. Hein. Vous pouvez choisir de manger tout le temps de l'igname et puis de jamais manger de poisson parce que c'est votre totem par exemple. Vous comprenez? Donc c'est tout ça qui contribue à la malnutrition parce qu'on fait des choix qui ne sont pas adaptés. Nos enfants ont envie de manger plus de hamburgers qu'ils n'ont envie de manger des haricots, ou des haricots verts ou même des lentilles. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a un choix alimentaire, mais derrière ce choix aussi, il y a une forme de snobisme alimentaire qui fait qu'il y a des choses qu'on consommait traditionnellement qu'on ne consomme plus parce que ça fait bien de manger plutôt des frites et des pâtes alimentaires que de manger autre chose. Alors,
effectivement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on mange beaucoup de riz, on mange beaucoup d'igname, on mange beaucoup d'attiéké, on mange beaucoup de pain. Il y a des boulangeries à tous les coins de rue, vous comprenez? Donc c'est essentiellement des glucides. Absolument. On a une alimentation qui est aux 3/4 composée de glucides. Vous comprenez? Et après, on mange moins de fruits, on mange moins de légumes. Alors que c'est les fruits et les légumes qui nous procurent les vitamines et les minéraux qui sont indispensables. Voilà. Quantitativement, ils ne sont pas importants, mais qualitativement, ils sont très importants. Parce que si vous mangez et que vous n'avez pas de vitamines pour transformer les différents nutriments, vous n'allez pas obtenir les résultats escomptés. Et vous allez être en état de malnutrition. Et la malnutrition couvre, comme je le disais, plusieurs aspects. Donc, vous pouvez avoir des pathologies, ça peut conduire à des pathologies de divers ordres. Vous connaissez le diabète, vous connaissez l'hypertension, vous connaissez le kwashiorkor chez les enfants. Alors, professeur, avant d'en arriver aux pathologies dans leurs différentes entités, parlons de ceux qui sont concernés. Vous avez parlé de couverture, de choix d'alimentation. Qui est concerné véritablement quand on fait le dispatching sur toute la population, 25 millions d'habitants? On dirait que tout le monde est concerné, mais ceux qui en souffrent le plus, quand on regarde les statistiques, c'est d'abord les enfants de moins de 5 ans, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de moins de 5 ans qui meurent à cause des diarrhées, justement. Soit parce que le lait n'est pas adapté, c'est pour ça qu'il y a tout un effort qui est fait sur l'allaitement maternel aujourd'hui, parce que c'est plus simple, parce qu'une mère qui veut donner un biberon à son enfant et qui n'a pas assez de moyens, va diluer le lait, il sera trop dilué et il va déclencher des diarrhées. Et beaucoup d'enfants de moins de 5 ans meurent de maladies diarrhéiques. Voilà, les pédiatres vous le diront. Ensuite, il y a les mères qui sont anémiées, justement parce qu'elles ne mangent pas assez. Quand vous avez une grossesse, vous devez nourrir deux bouches. Et donc, vous devez manger mieux que d'habitude. Or, justement, en milieu rural, justement, les mères mangent moins. Donc, déjà, le milieu rural est plus touché que le milieu urbain. Mais quand vous regardez, le milieu périurbain est plus touché que le milieu urbain. Alors, donc, ça fait peur, hein, ça fait peur. Comment se manifeste la malnutrition? À quel moment on peut dire que oui, là, on est dans un cas concret de malnutrition, que ce soit pour un enfant de moins de 5 ans ou pour un senior de plus de 65 ans? Alors, le drame, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la faim cachée. Vous avez des types de malnutrition que vous ne voyez pas tout de suite. Un enfant qui est anémié, ça met du temps pour vous observer. Alors, c'est à la faveur, par exemple, d'un palu ou d'une grippe. Il va s'affaiblir. À ce moment-là, quand on va consulter, on se rend compte que le tableau clinique est vraiment important parce qu'on aura fait des dosages qui vont montrer que la ferritine est faible. Voilà. Donc, je pense que tout le monde est concerné, mais à divers degrés. Et chez les personnes adultes, le problème il est plutôt lié à l'obésité, la tendance à l'obésité. Parce qu'on mange plus que de raison et puis on ne fait pas assez de sport, on se dépense moins. Et donc on va déclencher des pathologies comme les hypertensions ou le diabète. Voilà. Et puis chez la personne âgée également, il y a une dénutrition parce que quand vous vieillissez, vous avez moins d'aptitude pour manger, les dents ne sont plus en forme, des fois vous vous retrouvez seul, donc vous êtes devenu apathique. Pour les femmes d'un certain âge, si vous êtes seul, vous n'avez pas le courage d'aller faire le marché, de faire la cuisine. Oui, donc vous voyez que c'est des facteurs qui vont aggraver le processus de malnutrition. Donc pour dire que tout le monde est touché par la malnutrition, vous êtes un grand patron, vous n'avez entre midi et deux, vous n'avez pas le temps de manger, mais vous êtes invité 3 fois dans la journée à des cocktails, vous mangez et le soir encore vous mangez. Vous comprenez que dans les cocktails, c'est pas la meilleure nourriture qu'on a. Hein. Oui. C'est très intéressant, c'est très additif, mais c'est pas vraiment nutritif. Vous comprenez? Et le soir, vous mangez un peu tard parce que vous avez terminé tard, donc vous accumulez de l'énergie, vous n'avez pas le temps de faire du sport. Et donc ça aboutit à des pathologies qui sont de plus en plus présentes dans notre société aujourd'hui. Alors professeur, vous avez indexé ici hein, la faim cachée ou le comportement même pour s'alimenter pour un individu ou un tel autre. Alors, les choix de s'alimenter, par exemple, pour quelqu'un qui se met à la diète, qui se met au régime, qui se met en jeûne, il se met en danger ou pas? Pas forcément. Je pense qu'il y a des pratiques, si elles sont bien menées, concourent à la bonne santé. Vous savez, dans toutes les religions, on conseille le jeûne. N'allez pas aux extrêmes. J'entends parler de jeûne d'extérieur, il faut jeûner sur... Jeûne sec sur une semaine. Non, je crois qu'il y a toute une philosophie du jeûne qu'il faut respecter. Il y a des fois du jeûne à eau, jeûne avec des fruits, tout oui, ça. Est-ce que c'est des bonnes attitudes? Oui, tout dépend de votre état de santé, parce que quand quelqu'un est malade et qu'on lui dit qu'il faut jeûner,
sans discernement, on le conduit vers la mort. C'est pas responsable. Voilà. On jeûne en fonction de ses besoins. Si vous êtes en surpoids, que vous avez besoin de perdre du poids, vous allez jeûner, mais en stratifiant un peu vos efforts. Donc, vous allez réduire un certain nombre d'éléments qui sont calorigènes hein, et les étaler dans la journée, mais vous n'allez pas faire un jeûne sec, par exemple. Alors, professeur, il y a un gros débat, un grand débat que nous avons ici depuis l'année passée hein, avec les nutritionnistes. Fruits ou pas fruits? On nous dit 5 légumes, 5 fruits. Moi, avant tout ça, j'aimerais savoir quelle est la différence, excusez-moi, hein, quelle est la différence entre un diététicien et un nutritionniste? Voilà. Ça, c'est un. Et puis de deux, fruits ou pas fruits, finalement, on fait quoi? On a un grand sourire dans le plateau. D'accord. Alors, la diète, c'est quelque chose de plus global que la nutrition. La nutrition, comme je vous l'ai défini tout à l'heure, c'est la science qui s'intéresse à l'utilisation des nutriments et donc leur effet sur l'organisme. La diététique, c'est une science beaucoup plus globale sur la qualité de vie. Hein. Donc, c'est faire du sport, par exemple, en plus de l'aspect de nutrition, faire du sport, comme, à quelle heure je dors. C'est l'hygiène de vie, en fait, la diététique. Voilà, c'est plus global. Maintenant, fruits ou pas fruits? On parle de 5 fruits et légumes. Il faut savoir que la notion de 5 fruits et légumes, elle vient d'une enquête qui a été menée en France sur des populations. L'enquête, c'était Suivi Max avec Serge Esberg. Et là, ils ont identifié un certain nombre de causes de malnutrition et de risques. Et ces risques-là étaient liés à des comportements dans certaines populations qui ne mangeaient pas assez de fruits, qui ne mangeaient pas assez de légumes, qui préféraient, donc, je vous dis, des féculents. Et donc, l'analyse a montré que les populations qui consommaient 5 fruits et légumes avaient moins de risques de pathologie. D'ailleurs, on a fait la promotion de ce qu'on appelle le régime crétois, le régime méditerranéen ou du régime crétois, qui est basé sur la consommation de fruits, de légumes et de poissons. Hein. Et en général, si vous voulez, les gens qui mangent bien et qui meurent le plus longtemps, moins longtemps, enfin, qui vivent le plus longtemps, s'il vous plaît, c'est les gens qui vivent dans les îles. Vous allez voir, on fait la promotion du régime crétois, des îles de la Méditerranée, d'Okinawa au Japon. Oui. En général, c'est des gens qui ont gardé leurs habitudes alimentaires séculaires. Ancestrales. Voilà, ancestrales. Hein. Et parce que, justement, notre régime alimentaire, c'est l'accumulation d'un certain nombre de savoirs. Et voilà. Et malheureusement, quand on change, on a éliminé au cours des siècles ce qui était mauvais pour notre organisme, et on a gardé ce qui était bon, et on a vu que c'était bon. Mais avec l'ère industrielle, on a trouvé d'autres choses. Avant, on ne mangeait pas tout n'importe quand. Maintenant, on peut manger tout n'importe quand. Vous voyez, je dis toujours... Le cycle des saisons. Avant, on mangeait, par exemple, la sauce graine que le dimanche, parce que c'est là qu'on avait le temps. Mais ou bien la loco à 15h, 16h, en tant que goûter. Maintenant, vous mangez de la sauce graine le lundi, vous mangez la sauce arachide le mardi, vous mangez du riz gras le mercredi. Le riz gras, on le mangeait les jours des fêtes. Vous comprenez? Voilà. Mais maintenant, c'est accessible, donc on mange tout le temps et on ne fait pas assez attention. Donc, on a déséquilibré notre alimentation. Voilà. Et par rapport à l'alimentation traditionnelle, comme je dis, dans tous les peuples, même les Européens, ils reviennent à l'alimentation traditionnelle parce qu'ils se sont rendus compte que l'ère industrielle a apporté des changements qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Alors, professeur S a dit qu'il faut adapter son alimentation à son cadre de vie, son endroit de vie, parce que vous parliez à l'instant de l'étude qui s'est faite en France, donc ça concernait sûrement ces personnes-là, avec tous les climats qu'on peut leur connaître. Oui. Et pour nous ici, comment ça devrait se passer pour réguler? Alors, chez nous, pour réguler, déjà, comme je vous l'ai dit, la tendance en Côte d'Ivoire, c'est de manger de consommer beaucoup de féculents. Donc, attiéké, pain, aloko. Il faut inverser la tendance maintenant. Il faut équilibrer, en fait. Il faut équilibrer, amener nos enfants, parce que c'est les jeunes générations qui vont changer les comportements, à manger plus de légumes. Manger, par exemple, des lentilles, manger plus de... Voilà. Faire un régime dans la semaine qui introduit ces éléments-là. Là, justement, pendant le colloque que nous aurons, nous allons faire la promotion de ce qu'on appelle les légumineuses. Donc, le haricot, qu'on prend pour faire le gaou, le haricot niébé, le pois de terre qu'on appelle également le voinzou ou le pois bambara, le soja. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Maman Soja qui fait la promotion des brochettes de soja. Des brochettes de soja. Alors, le néré également.
et puis l'arachide. Voilà. Donc ce sont des légumineuses, donc on va en faire la promotion parce qu'elles sont riches en protéines, contrairement aux céréales qui sont plus pauvres. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur en Côte d'Ivoire parce que vous voyez dans mon dos là, la dextérité de la réalisatrice nous montre ce qu'on a comme vivier inépuisable en Côte d'Ivoire. Et puis je pense tout de suite au Sahara, c'est bientôt là, le salon de l'agriculture et des ressources animales. Vous les scientifiques, est-ce que ces salons-là vous sollicitent vraiment pour parler, pour dire ce qu'il faut aux Ivoiriens qui mangent de plus en plus mal et on le constate? Oui. Est-ce que vous êtes, vous allez organiser un colloque, les résultats de votre colloque, est-ce que vous allez les publier, les faire parvenir à ceux qui décident pour que les choses puissent bouger un peu? Oui, mais je crois que c'est l'objet, c'est le but. Hein. Là, pendant le Sahara, il y aura des conférences. Il n'y aura pas qu'une foire gastronomique, il y aura également des conférences. On ne va pas que manger. Alors je peux citer d'ailleurs le CNRA à travers Mme Akanvou-Louise qui va faire 2 conférences. L'une également dans le cadre du colloque sur entreprendre contre la malnutrition, justement. Mais il y aura d'autres chercheurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, qui viendront parler de malnutrition. Est-ce que les industriels vous écoutent? Alors justement, l'originalité de ce colloque, c'est ça. C'est réunir des gens qui n'ont pas l'habitude de parler de nutrition ensemble. Parce que chacun travaille un peu dans son coin. Les médecins dans leur coin, on a l'impression qu'on sait tout. Les scientifiques également, effectivement, ils ont leur vision. Les agronomes ont leur vision. Voilà. Et les industriels également. Mais le colloque veut mettre tout le monde ensemble pour qu'on regarde tous dans la même direction, pour qu'on additionne nos compétences. Voilà. Justement, professeur, moi j'ai l'espoir empressé. Après ce colloque-là, les résultats, comment ils vont se déployer au sein de la population? Parce que tout va se résumer dans l'assiette finalement. Alors, je vous le dis, en marge de ce colloque, il y a des dames qui vont venir produire des aliments qui avaient tendance à être abandonnés. Hein, les valoriser, parce que c'est ça aussi. Comme je vous dis, il y a un snobisme alimentaire qui fait qu'on ne consomme plus, ou on ne veut pas s'arrêter au bord de la route pour acheter des galettes de la dame. Voilà. Alors que donc, il faut faire la promotion, rentrer dans un autre paradigme, trouver le gaou ou les autres aliments, comme on trouve les croissants. Au supermarché, bien conditionné. Voilà. Donc on encourage les dames à cela. Et voilà. La question de l'hygiène également est importante, je pense. Et la sensibilisation dans les écoles, vous parliez des enfants à venir du changement. Tout à fait. Donc il y aura des formations à travers les cantines scolaires, à travers le programme national de nutrition. Il y aura tout un travail qui sera fait dans ce sens-là. Alors ce qui me plaît, c'est que vous avez parlé de snobisme alimentaire, c'est vrai. Là, une fois, Alix et moi, après Matin Bonheur, on cherchait à acheter des tratras. Et on avait honte, on l'avoue, de garer parce que les gens nous auraient regardé. Alors que c'est une fierté, ça devrait être une fierté d'acheter. On nous a fait croire, on nous a mis dans la tête que tout ce qui vient de nos goûters, tout ce que nous on mange en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est le chocolat d'une certaine marque. Ce qui est bon, c'est ceci, c'est le croissant. Alors qu'on a des choses concrètes. C'est l'emballage au fait, finalement. Alors vous avez une lourde tâche, professeur. Faire en sorte que les Ivoiriens reviennent aux fondamentaux. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Là, récemment, il y a une dame, Madame Bombo, qui a lancé les goûters de mon enfance. On la reçoit demain. Voilà, donc vous voyez, je t'ai invité, donc on travaille. Et puis, il y a une jeune dame aussi qui fait la promotion, par exemple, de la farine à base de maïs violet de Catiola. Très bien. Vous voyez, donc qui est très riche. C'est bon. Donc, il y a des initiatives que nous essayons d'encourager, parce que des fois, il n'y a pas toujours les éléments scientifiques pour accompagner. Donc, nous sommes disposés pour accompagner tous ceux qui ont envie de faire la promotion de produits, parce que, effectivement, l'une des choses est que ce soit disponible, mais l'autre est de rendre accessible. Parce que l'un des problèmes, enfin, les problèmes de la malnutrition sont basés sur 4 piliers. Donc, il y a le problème de la disponibilité, le problème de l'accessibilité, le problème de l'utilisation, parce que ça peut être disponible, ça peut être accessible, mais si vous l'utilisez mal, voilà. Et puis après, il y a le problème de la fréquence. Justement, voilà. Professeur, pour que ces actions-là portent, il faut qu'au niveau intrinsèque, au niveau de chaque famille, des petits comportements, des micro-comportements, des attitudes puissent naître, comme tout à l'heure avec notre consultant de l'espace vert qui nous parlait de comment préserver l'eau. À ce niveau-là, quelle devrait être l'attitude de chacun au sein de sa maison? Commencer déjà à changer le menu, de quelle sorte? Alors déjà, que les mamans soient formées.
Parce que si... Elles sont formées où? Par qui? Mais pourquoi les mamans seulement? Ce n'est pas une affaire de tout le monde. Les hommes aussi n'ont pas le droit? Alors, il faut dire que dans notre culture, généralement, ce sont les mamans qui font à manger. Professeur, en 2018, 19, professeur. Je suis parfaitement d'accord. Vous nous invitez après chez vous? Vous êtes au fourneau? Alors, monsieur Gouvoy, je suis parfaitement d'accord. Moi, j'aime bien faire la cuisine quand j'ai le temps. Voilà. Donc, j'encourage les papas également. Voilà. D'ailleurs, c'est une tendance. Pendant la fête des pères, il y a des papas... C'est toute la famille. La fête des mères, il y a des papas qui font la cuisine. C'est plus sexy. Voilà. Donc, non, je crois que sans sexisme, on va dire qu'il faut changer les comportements. Franchement. Et tout le monde, même les enfants, sont appelés. Ils peuvent influencer les parents aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a des enfants qui vont sur Internet. Oui. Si vous regardez, il y a de nombreuses émissions. La cuisine est mise en valeur à travers la télévision. Et donc, tout le monde s'intéresse maintenant à ce Et puis nos cantines scolaires, il faut qu'on en parle, professeur. Oui. Alors, nos fameuses cantines scolaires. Des cantines scolaires a répondu, elle sera représentée à ce colloque-là. Bien, merci. Pour mettre en application aussi tout ce qui sera dit. Oui. Alors, également, une des choses... Alors, on a le Conseil national de nutrition qui s'est mué en CONAPE, Conseil national pour la nutrition et l'alimentation pour la petite enfance, qui également travaille dans ce sens-là, qui fédère un peu toutes les énergies et qui est en train d'orienter les choses avec le programme national de nutrition. Et je pense que en Côte d'Ivoire, on a ce qu'il faut pour faire changer les choses. Maintenant, la difficulté, c'est sur le terrain. Voilà, il faut trouver les moyens d'aller sur le terrain et changer. Parce que le changement de comportement, ce n'est pas seulement dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est les emmener à changer. Quand quelqu'un dit « c'est mon totem, je ne mange pas de poisson », c'est culturel. Vous comprenez? Si vous n'arrivez pas à convaincre tout l'environnement, s'il mange du poisson, il est indexé, stigmatisé. Il est indexé et ça peut se terminer mal. Hein? Alors, donc je pense que c'est toutes les communautés, il faut emmener les chefs de communauté. Donc en termes de stratégie, il faut emmener les communautés. Alors je vais prendre un exemple. Vous savez, on dit qu'un enfant qui mange un œuf deviendra voleur. C'est ce qu'on a dit dans notre tradition. C'est ça, voilà. Oui, d'ailleurs, il y a une expression qui dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais. Hein? Bon, on n'en a jamais volé. C'est pour dire que même en Europe, ce problème existait. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, je prends le contexte africain, à l'époque, quand il y a un danger, d'ailleurs en Europe, la denrée était rare, donc il fallait permettre de reproduire. À l'époque, il y a un roi français, je crois Henri IV, qui avait demandé que ses concitoyens, tous les dimanches, mangent une poule au pot, parce qu'ils savaient que c'était important, c'était pour leur procurer des protéines. Donc, c'était une denrée rare. Dans notre contexte, en plus, l'œuf était un aliment de sacrifice. Après, on passait à la poule, avant d'arriver au mouton. Mais le premier élément, c'était l'œuf. Ouais. Donc, il fallait qu'il soit disponible. Mais comme il n'y en avait pas beaucoup, et que quand on allait au champ, ceux qui restaient à la maison, c'était les enfants et les femmes enceintes qui ne pouvaient pas aller travailler au champ. Donc, il fallait protéger ces denrées-là, parce que c'est très bon un œuf, ça se prépare très vite. Donc, on a protégé ces denrées. Maintenant, ça n'a plus sa raison d'être. Donc, il faut travailler dans ce sens, expliquer aux chefs de communauté qu'un enfant a besoin d'un œuf. Une femme qui est enceinte, il faut lui donner 2 poules à élever pour que tous les matins, elle ait des œufs pour elle et pour ses enfants. En somme, il faut dire la vérité sur ce qui s'est passé. Il y a tout un travail culturel, donc les sociologues ont du travail à faire. Culturel, ça, c'est vrai. Voilà. Allez, on continue, franchement, sur ce sujet qui est très important. On a vu en illustration les petits pois, les haricots, les lentilles. Franchement, restons dans les assiettes. Oui. Parlons de ce que nous avons comme vituailles qui serait mieux équilibré. Ça pourrait donner quoi en menu? En menu. Équilibré. Un menu équilibré. Bon, regardez, on voit des lentilles là tout de suite. Donc, au moins 2 fois par semaine des lentilles. Parce que en plus, ça apporte du fer. Vous savez qu'il y a une très forte tendance à l'anémie chez les enfants de moins 5 ans et chez les femmes enceintes. Plus de 50% des femmes enceintes en Côte d'Ivoire sont anémiques. C'est inquiétant. Voilà, 52% je crois exactement. Donc je pense déjà consommer des produits qui apportent un peu plus de minéraux, voilà, les lentilles. Et puis ensuite réduire tout ce qui est gras, parce qu'il y a une tendance au gras, réduire tout ce qui est sucré, parce que également le sucre est addictif, donc on va manger plus des glaces, on va manger plus de bonbons, voilà, pour les enfants. Donc, et puis ensuite réduire le sel également, parce qu'on a tendance à consommer de plus en plus de sel. Donc réduire ces paramètres-là et faire la promotion donc, de produits tels que les aubergines, par exemple. Vous savez, l'aubergine violette, ça se consomme très bien. Voilà. Les haricots, c'est vrai, c'est des produits de saison, mais ce n'est pas difficile à produire, on trouve. Et puis même le chou, savoir préparer le chou,
Il est disponible en Côte d'Ivoire, j'ai observé, mais on ne sait pas le préparer. Contrairement, par exemple, aux pays comme le Mali ou le Burkina, qui sont des pays un peu plus arides que nous, mais qui savent consommer les légumes et les préparer. Les Asiatiques, d'ailleurs, aussi savent bien préparer les légumes. Si vous allez dans un restaurant asiatique, les légumes, ils sont cuits à la vapeur, ils sont agréables, ils sont croquants. Regardez tout, nutriments. Alors que nous, on fait cuire longtemps nos aliments. Et si on perd les principes actifs. Alors, professeur, cela m'amène à la question. Il y a une tendance qui dit qu'il ne faut pas se prendre la tête. Quand vous avez un menu de base, il faut l'améliorer progressivement. C'est une porte, c'est aussi une possibilité. J'ai l'habitude de manger ça. Au lieu de changer radicalement, demain, je peux y ajouter ce qu'on voit à l'antenne, des haricots, des petits pois. Varier un peu à partir de ce qu'on mange d'habitude. Est-ce que c'est un bon début? C'est un bon début, tout à fait. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure à une de vos collaboratrices qui me demandait « Professeur, faites-moi un régime ». Je dis « Non, ça ne se fait pas comme ça ». Elle m'a dit « Mais pourquoi ?» Je lui ai dit « D'abord, il faut que je vous entende sur vos habitudes alimentaires. » Tout à fait. Voilà. Donc, il faut partir. La base, ça va être nos habitudes alimentaires, nos comportements alimentaires. On aime quelque chose, on va en consommer moins si ce n'est pas bon pour notre organisme. Et puis, on va associer, on va apprendre à découvrir d'autres choses et puis on va voir l'impact que ça a sur notre santé. C'est comme ça que nous serons convaincus et que nous changerons. Mais si on nous dit, on veut nous imposer un changement, on va se cacher pour continuer dans nos travers. Justement, parlons du colloque. Il est ouvert à la population et il se déroule où? Alors, le colloque a lieu à l'intérieur du Sahara. Le Sahara commence le 22, qui termine le 22 novembre pour se terminer le 1er décembre. Mais le colloque est sur 2 jours, le 25 et 26, donc lundi et mardi prochain. Et il est ouvert normalement à tout le monde, mais il faudra des cartes d'accès. Et c'est ceux qui sont inscrits. Généralement, il y a beaucoup d'universitaires, il y a quelques industriels. On a invité beaucoup d'étudiants également, de nombreux étudiants. Voilà. Mais sinon, il est ouvert à tout le monde. En tout cas, la brèche est ouverte pour pouvoir réguler son alimentation et réajuster tout ce qui se passe dans nos cuisines. Merci à vous, professeur, et puis bons travaux pour votre colloque. On aimerait saluer aussi tous vos amis de la Fondation Avril et tous ces professeurs et tous ces scientifiques-là qui réfléchissent pour que dans nos assiettes, on ait de bonnes nouvelles. Merci infiniment. Matin Bonheur se poursuit pour le dernier couloir qu'on va emprunter maintenant, main dans la main, Alix et moi, pour aller à la publicité. Après, on va recevoir bien sûr notre invité, mais avant, il y aura Régis pour la dernière salve d'infos sur RTI 1. Population de Mans, Danané, Maapleu et Zouaounien, l'État travaille pour vous. Dans le cadre du grand programme de développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et chef du gouvernement, ministre du budget du portefeuille de l'État, présidera le vendredi 22 novembre 2019 en présence de Dr Abdallah Albert Mabritouakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les cérémonies ci-après, 10h, lancement des travaux de renforcement de la route Danané-Zouaounien à Zouaounien. 15h, lancement des travaux de la route Mont-Danané à Maapleu. Fils et cadre de la région du Tongui, Dr Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, vous invite à prendre part massivement à ces importantes cérémonies. L'État travaille pour vous. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Dernier point de l'actualité d'un matin bonheur, cette fois consacré à l'international. Merci de nous rejoindre. Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, est la capitale la plus froide du monde et aussi l'une des plus polluées. Pour purifier donc l'atmosphère, Ulaanbaatar encourage les familles à utiliser du charbon sans fumée. Mais cette source de chaleur a déjà tué 8 personnes dans la capitale mongole. Au Liban, depuis le 17 octobre, des centaines de milliers de personnes de tous bords sont descendues dans les rues pour dénoncer la dégradation de la situation économique et réclamer
le départ d'une classe politique jugée incompétente et corrompue. Durant plusieurs jours, donc, les étudiants et collégiens ont offert un nouveau souffle au mouvement en ralliant la cause et en s'imposant comme fer de lance de la révolution. En France, l'État va reprendre 10 milliards d'euros, soit 6 500 milliards de francs CFA de la dette des hôpitaux sur 3 ans, afin d'aider à restaurer l'équilibre financier des établissements. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Édouard Philippe, alors que la dette totale des hôpitaux avoisine les 30 milliards d'euros. Ce signe inédit de confiance du gouvernement envers l'hôpital public doit permettre d'alléger le fardeau des intérêts d'emprunt, a-t-il déclaré. On reste en France, en plein cœur de Paris. Plusieurs centaines de jeunes trépignent devant un magasin pour participer à une rafle, une inscription, à un tirage au sort donnant le droit d'acheter une paire de baskets rares aux sneakers dans une édition limitée à quelques milliers d'exemplaires dans le monde. Après New York, Los Angeles, Tokyo, Paris a donc succombé à son tour à la fièvre spéculative autour des sneakers. Suivi. Le téléphone dernier cri, une place en avant-première, non. Aujourd'hui, ils attendent tous pour une paire de sneakers. Mais attention, ils ne viennent pas l'acheter, mais participer à une raffle, autrement dit un tirage au sort, pour gagner le droit de pouvoir l'acheter. Et souvent, pas dans le but de la porter. Ça ne m'intéresse pas de la garder, je préfère la revendre parce que payer une paire de 150 €, moi déjà, pour la payer c'est dur. Et du coup, j'ai besoin de sous et tout, du coup je la revends. Il y a moyen de faire un bon billet, ouais. 300% de bénéfice, j'espère en tout cas, voilà. C'est tout quoi. Bon, acheter 250, revendu peut-être 1000, au moins, puis voilà quoi. Réservés aux initiés dans les années 90, les sneakers haut de gamme se sont généralisés ces dernières années. Et le marché de la revente a explosé, alimenté par les grandes marques qui multiplient les sorties et collaborations avec les rappeurs et sportifs à la mode. Il est si lucratif que certains chasseurs de sneakers embauchent même des jeunes pour faire la queue à leur place. Julien Ogea, alias Larry Deadstock, a lui ouvert une boutique dédiée à ce marché. Il est sur le coup, à chaque nouvelle sortie. Alors la grosse nouveauté aujourd'hui, c'est la Jordan 6 Travis Scott. C'est une paire en collaboration avec un rappeur américain qui s'appelle Travis Scott. Donc voilà, c'est un modèle assez rare. Tous les gens se l'arrachent. On a réussi à en avoir pour l'instant une dizaine de paires. Je pense qu'on va en avoir encore d'ici ce week-end quelques-unes. Le prix est aux alentours des 1000-1300 € selon les tailles. 1 300 €, près de 5 fois le prix d'achat. Larry fait du dépôt-vente. Des clients lui apportent des paires rares, il se charge de les vendre pour eux, leur reverse l'argent tout en s'appliquant une marge. Il a déjà vendu une paire 6 000 €. Tout le monde rêve d'avoir la paire inaccessible que son voisin n'aura pas, donc c'est la course chaque semaine à essayer de récupérer les baskets les plus rares, on va dire. Une course qu'Amel a bien connue. La jeune femme de 33 ans possède 550 paires. Voilà, c'est la pièce où je stocke une partie de mes 550 paires. Aujourd'hui blogueuse et auteure d'un livre sur les sneakers, elle porte un regard assez critique sur l'évolution du monde de la basket. À l'époque, quand une paire sortait, la première chose qu'on voulait faire, c'était dans la seconde. Moi, je repartais avec ma paire au pied. Je laissais l'ancienne dans la boîte de basket et puis j'avais la neuve au pied. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On ne veut pas la porter parce qu'on a peur qu'elle perde de la valeur à la revente. Il y a ce côté passion qui est un peu diminué à cause du business. En France, les ventes de baskets ont dépassé pour la première fois en 2018 celles de chaussures de ville. Une frénésie qui ne montre pas de signe d'usure. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. Excellente journée à vous. À vous aussi, Régis Kofi. On se revoit lundi avec le même bonheur. Excellent week-end. Alix s'est reconnue dans l'élément tout à l'heure. Oui, mais dans un autre pan. Moi, c'est plutôt les talons aiguilles. J'en raffole. Je suis même addict. J'essaie de me désintoxiquer, mais c'est difficile. Cravato. Ces temps-ci, je papillonne. Vous êtes dans une atmosphère je papillonne. papillonnante. Je papillonne.
Ça va faire plaisir à un homme politique emblématique de notre pays, ça c'est sûr. Alors, on poursuit le programme. Aujourd'hui, c'est jeudi, santé, redondance sur le diabète qui a célébré la semaine dernière la journée internationale de lutte contre le diabète avec le docteur Envo Yves Blanchard, nutritionniste de son état. On parlera de comment réguler le diabète, comment arriver à bout du diabète. On aura un jingle, bien évidemment. Alors, le diabète de type 2 avec Dr Envo, c'est un habitué maintenant de la famille, de la matinale pour cette saison. Docteur, les chiffres font peur. En 1980, il y avait 108 millions de diabétiques dans le monde. En 2014, ils sont près de 422 millions. Et selon les projections de l'Organisation mondiale de la santé, on aura en 2025 591, près de 600 millions de diabétiques. Dont on voit peur, naturellement. Le diabète fait peur. Le diabète fait très peur. Et les chiffres ne font que grimper. Les chiffres ne font que grimper. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de diabète et beaucoup de personnes aussi meurent de diabète. Alors, docteur, comment expliquer cette recrudescence de ce taux qui est là, qui est en exponentiel? Voilà. Alors, cette augmentation peut être due à plusieurs facteurs. Il y a aujourd'hui notre consommation excessive de sucre. Il y a la consommation excessive de sucre. Il y a ce qu'on appelle le manque d'activité physique. C'est vrai qu'il y a des facteurs liés à la famille, des facteurs génétiques, mais ces deux éléments sont très prépondérants et à considérer. Notre excès de consommation de sucre et le manque d'activité physique. Docteur, ça ce sont les chiffres de l'OMS. En tant que docteur ivoirien, nous on aimerait aussi avoir des chiffres de la Côte d'Ivoire. Dans ce magma-là, qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire? La proportion pour la Côte d'Ivoire. Je ne confirme pas les valeurs, mais je crois que nous sommes à près de 200 000. Je crois que nous sommes autour de 200 000 diabétiques en Côte d'Ivoire. C'est plus de 10% de la population globale. Voilà, selon quels chiffres? Ce sont des chiffres oui, je pense que je n'ai pas noté, mais ce sont les valeurs récentes. Les valeurs récentes, on tend vers 200 000 de diabétiques en Côte d'Ivoire. Et vous nous avez expliqué en amont de cette émission que parmi ce grand taux de diabétiques, là, 90% sont de type 2. Effectivement. Pourquoi? Alors, selon les statistiques, le diabète de type 2 domine largement les différentes formes de diabète. Le diabète de type 2 occupe 90% de types de diabète dans le monde entier. C'est lui qui domine le plus. Le diabète qui est acquis au cours de notre évolution, au cours de notre vie. Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi, docteur, justement, à ce diabète de type... Quels sont les facteurs favorisants? On va prendre étape par étape le diabète de type 2. Alors, les facteurs favorisants, très intéressant à souligner, parce qu'on aimerait bien sensibiliser la population ivoirienne sur du fait que le diabète aujourd'hui, il fait du mal. Qu'aujourd'hui, le diabète, il tue. Les facteurs favorisants. Alors, nous disons qu'il y a ce qu'on appelle les antécédents familiaux. C'est-à-dire que si vous avez un parent qui a fait un diabète, alors vous avez de fortes chances de faire un diabète. Vous avez 50% de chances de faire le diabète comme 50% de chances de ne pas faire le diabète. 50% de malchance, vous voulez dire? Voilà. Il y a une image qui est passée tout à l'heure, une image qui est passée. Alors aujourd'hui, nous avons des enfants. Alors cette image que nous avons, alors on dit que lorsque dans une famille, quelqu'un a fait un diabète et que votre enfant n'a pas fait l'allaitement maternel, il a fait l'allaitement au biberon sur 6 mois, cet enfant, il est à risque. Très bien. Lorsque ces deux facteurs se croisent, lorsque dans la famille, quelqu'un a fait un diabète et que votre enfant n'a pas traité les 6 mois, cet enfant, il faut surveiller sa consommation en sucre. Cette image que nous voyons ici, un bébé qui naît à 6 kilos. Wow. Un bébé qui naît à 6 kilos, vous voyez un peu. Le poids normal des enfants, autour de 2 kg, 6, 2 kg, 8. Alors, on fait les 4 kilos. 4 kilos. Alors, la remarque que nous avons faite aujourd'hui, c'est que ça. Lorsque vous faites un enfant qui est grand, un enfant qui pèse près de 4 kilos, et que plus tard, vous commencez à porter les verres, vous commencez à avoir des affections oculaires, on vous demande de faire beaucoup attention au diabète. Il y a ça. Il y a le fait que nous consommons beaucoup de sucre. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup. D'abord, je dis, nous mangeons d'abord beaucoup. Il y a des gens qui aiment manger, ils aiment la nourriture, ils aiment manger. Ils ont faim, ils mangent. Ils n'ont pas faim, ils mangent parce qu'il est l'heure de manger. Ils mangent beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Généralement, c'est du sucre. On a peur de l'huile. Les sources de protéines sont chères, donc on se rabat sur le sucre. Et on ne fait que manger. Le grignotage. Il y a des gens à 10 h, ils n'ont pas faim, ils font une collation. Ils font des grignotages, ils n'ont pas faim, ils mangent. À 16 h, non, c'est l'heure de la collation. Et puis, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est du sucre.
On prend souvent les bananes braisées pour faire collation. Mais c'est du sucre. Une banane braisée, le taux de sucre d'une banane braisée correspond à un plat de riz. Lorsque vous mangez une banane braisée, dites que vous mangez un plat de riz. Donc si vous mangez un plat de riz à midi, qu'à 16h vous prenez une collation, une banane braisée, dites que vous avez mangé 2 plats de riz. Là. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier les bananes braisées non sucrées là. Donc qu'importe... Banane braisée sucrée, banane braisée non sucrée, c'est une question de un va vite. Il faut privilégier une bonne hygiène alimentaire, une bonne organisation alimentaire. Mangeons quand on a faim. D'accord. Ça passe par quoi? On a les 3 repas conventionnels. On a les 3 repas. Et je vous dis toujours que... on doit s'en tenir qu'à ça. Mangeons comme ça. Donc si j'ai faim, je peux manger une banane braisée, normalement. Mais si je n'ai pas faim, c'est... Voilà, la banane braisée, c'est à quel moment? Si vous avez faim le matin, le midi et le soir. Si vous suivez bien l'émission que nous faisons depuis, vous êtes là, vous savez oui, c'est nous qui la menons. Voilà, bien sûr. Alors nous disons que les meilleurs repas, c'est celui de midi et puis 15h. Non, non, en fait, vous n'avez pas compris ma question. Je dis, quand on a faim, vous dites que la banane braisée... À 10h non, la banane braisée n'est pas mauvaise en elle-même. Hein. Non, non. Voilà, c'est la manière de la manger qui est mauvaise. Voilà, c'est ce qu'on voulait relever. Voilà. Alors donc, on revient au facteur. Tout à fait. On a dit que les enfants qui naissent gros, il y a certaines personnes qui, dans leur famille, je peux dire dans le jargon ivoirien, ils sont assis sur le diabète. C'est-à-dire dans leur famille, il y a le diabète. Vous voyez, ces personnes, généralement, ils font des enfants qui naissent gros. Ces personnes, beaucoup de personnes ont des problèmes de vue. C'est ce qu'on appelle les rétinopathies d'origine diabétique. Dans la famille, beaucoup de gens, beaucoup de personnes portent des lunettes. Et dans la famille, beaucoup de personnes aussi font de gros enfants. Alors nous, on dit, faites beaucoup attention. Il y a une patiente qui me disait, docteur, on dirait chez nous, c'est une malédiction. Lorsqu'on arrive à 40 ans, 45 ans, alors nous ne voyons plus bien. Elle est venue, non, ça n'a rien à voir avec une malédiction. Mais allez vérifier votre taux de sucre des 3 derniers mois. Souvent, nous faisons l'examen, la glycémie, ce que nous faisons habituellement à 2000 francs, on le fait, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, l'OMS recommande de faire des examens plus profonds, notamment l'hémoglobine glycée, qui peut ici signaler un diabète qui dort. Un diabète de type 2 peut être là pendant 10 ans, 15 ans. Même matin peut vous avoir. C'est ça le diabète de type 2. Il peut être là caché. Il va d'abord gâter les yeux, il va gâter le cœur, il va gâter tout. Et c'est après on va vérifier, est-ce qu'il n'est pas diabétique? On aurait pu faire le contrôle dès le départ. Tout à fait. Docteur, tout ce que vous dites résulte de la mauvaise alimentation, ou du déséquilibre d'alimentation. Pour revenir à comment bien manger, comment bien s'alimenter, vous avez déjà dit d'éviter les encas ou de manger tout le temps. Comment on s'en tient seulement qu'aux 3 repas et qu'est-ce qu'on doit manger pour les 3 repas? Alors, nous mangeons nos 3 repas. Le matin, on prend un bon petit déjeuner. Nous allons au travail. Composé de pour éviter tout amalgame bien sûr, entre fruits et légumes. On prend un aliment qui contient un peu de sucre, bien sûr un peu de protéines. Le matin, moi j'ai toujours dit le matin, le meilleur petit déjeuner que moi je propose, on prend du pain. Un tiers de pain avec un accompagnement. Donc voilà, un tiers de pain avec par exemple c'est de la viande ou bien c'est de l'avocat ou bien c'est le petit pois. Ça ne gêne pas. Un bon petit déjeuner, on le prend, on va au travail. À midi, on mange un bon repas. Pour éviter le diabète, je recommande à tous de revenir au repas avec les sauces. Les sauces ne sont pas mauvaises. Tout à l'heure, vous avez dit 5 fruits et légumes. En faisant les sauces, on fait rentrer les légumes dans notre alimentation. C'est une manière de faire les 5 fruits et légumes. Il est bien, pour ceux qui ont peur du diabète, il est bien de manger un repas avec une sauce. On remplit l'estomac avec de l'eau, avec l'eau de la sauce. Vous allez voir, lorsque quelqu'un qui va manger un repas fait de tchèp, par exemple, et l'autre, tu vas manger du riz avec une sauce. Lui qui va manger le riz avec la sauce fait rentrer moins de sucre dans le corps que celui qui va manger un repas fait une... Mais à ce niveau-là aussi, quelle sauce? Quand on sait que notre patrimoine culinaire est riche de sauces à fort taux de lipides, quelle sauce privilégier? Non, c'est l'homme qui ajoute l'huile dans la sauce. Non, par exemple, l'arachide. Il est déjà bien constitué en lipides. En Côte d'Ivoire, on peut faire plus de 50 sauces. Si on retire par exemple la graine d'arachide, voilà, que moi je mange régulièrement, on peut avoir plus de 47 sauces qui ne contiennent pas de l'huile. Souvent, lorsqu'on parle de sauce, on fait allusion à la sauce graine, sauce arachide. Mais je vous dis, à part ces 3 sauces, on a beaucoup de sauces que nous pouvons manger qui ne contiennent même pas de l'huile. Et dernièrement, j'ai bien dit qu'on ne met pas l'huile dans la sauce, on met l'huile dans l'accompagnement. Ok. Voilà. Docteur, donc ça passe par une très bonne alimentation. Vous êtes revenu sur le fait que les 3 repas donc, de la journée sont sacrés. Le premier, il se fait le plus simplement du pain, tout ça, la viande. Il n'y a pas de tabou dedans. Seulement, il faut vraiment respecter. C'est les encas qui posent problème, ce sont les collations qui posent problème. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un pôle qui est très important, parce que la majeure partie de ceux qui nous regardent sont concernés, sont les femmes. Alors, parlons d'allaitement mixte d'obésité, parce que ce que vous avez dit là avec l'enfant tout à l'heure, ça a suscité énormément de réactions. Alors, quand on parle de femme enceinte et son alimentation,
pour prévenir le diabète? Expliquez-nous un peu ce monde-là, parce que ça fait un peu peur. Une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte doit avoir une alimentation qui est équilibrée, comme tout le monde. C'est vrai que parfois on arrive à augmenter pour combler un peu les besoins en calcium, ou bien les besoins en magnésium, aussi en protéines, bien sûr, pour faire face aux besoins. Ou bien souvent, elle mange un peu beaucoup pour stocker de la graisse, pour faciliter l'allaitement. Parce que deux bouches sont nourries, comme professeur nous l'a dit. Voilà, pour faciliter l'allaitement. Mais pas se ranger sur le côté sucre. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, là, sont enceintes, elles ont un peu des envies. Dès que vous êtes déclarée enceinte, automatiquement, le processus d'attention doit commencer, même avant. Effectivement. On peut avoir un régime bien équilibré, vivre normalement sa grossesse, mais pas avoir un penchant pour le sucre. Parce que généralement, quand l'enfant est né, il est gros. Et il y a des femmes qui font des diabètes sur la grossesse. Et des diabètes sur la grossesse. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes diabétiques, toi dit en passant, par rapport aux hommes, le ratio? Non, et les statistiques montrent généralement que c'est les hommes. Voilà. Je vous ai toujours dit que la jeune femme est protégée. La jeune femme n'est pas malade. Voilà, c'est nous les hommes surtout. Mais à la ménopause, les femmes sont exposées. Oui, et puis pendant la grossesse aussi, très exposées. Effectivement, voilà. Donc souvent, le régime alimentaire de la femme enceinte, souvent ça varie. Et c'est ce chavirement-là qui, souvent, entraîne ces problèmes. Une femme enceinte aussi a dans un régime? Bien sûr. Un régime, c'est pas forcément un régime une abstention d'alimentation. Non. Tout ce que nous mangeons, c'est un régime alimentaire. Il faut l'adapter selon nos besoins. Voilà, il faut l'adapter selon nos besoins. Donc, selon les besoins ou selon la classification ou les antécédents d'une famille ou d'une femme qui serait enceinte, quelle est l'alimentation à privilégier? Quand on sait que peut-être qu'on a eu 2 parents qui font du diabète ou qui sont décédés de diabète, maintenant on est enceinte, quelle attitude on a vis-à-vis de la nourriture? Voilà, alors, on essaie d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Ça passe par quoi? Tout à l'heure, je viens de dire, pour des personnes qui ont à fort risque de diabète, on leur demande, à midi, mangeons un repas où il y a une sauce. C'est une stratégie. On est rassasié, mais on n'est pas rassasié avec le sucre. L'expérience montre que les aliments qui ne contiennent pas de sauce sont plus riches en sucre. Les niam bouillis, par exemple, ou bien un repas tchèp, ou bien l'Afrique avec le sumbara? Voilà, vous voyez un peu ces aliments. Vous voyez niam bouilli, akbessi ou bien attiqué poisson frit. Celui qui va manger attiqué poisson frit, lui qui va manger attiqué avec une sauce claire, lui qui va manger l'attiqué avec sauce claire, fait rentrer moins de sucre que celui qui va manger l'attiqué avec du poisson frit. Okay, donc, alors, vous voyez un peu. Docteur, oui, ce que vous dites, c'est très important. Il faut qu'on revienne sur nos plats de Côte d'Ivoire. Il y a la loco. Il y a un très beau plat de la loco que Christelle Akoussa va vous montrer. On va prendre ces plats-là. Alors, il y a des gens qui disent que la loco, de la manière dont on le prépare, ça peut nous éviter le diabète. Il y en a qui disent que la loco, c'est à interdire, c'est à proscrire. Qu'est-ce que, docteur, on vous dit sur ce plateau? La jeune femme qui mange la loco n'a pas de risque. D'accord. La jeune femme, parce qu'elle est protégée. À tout moment? Elle n'a pas de risque. À moins quel que soit son âge, et quel que si soit elle le prend temps. le soir, là, les risques peuvent se faire. D'accord. Si elle mange la loco le matin, la jeune femme ne tombe pas malade. Mais si elle le mange le soir, la première des choses, elle va commencer à avoir des problèmes de vision. Ok. Ça, voilà. Ça, c'est les premiers risques. Là. Et le jeune homme, le petit de 16 ans, 5 ans, 15 ans. Ils peuvent manger tout. Et le senior de 65 ans? Ah non. La loco, c'est pour les jeunes femmes. Non, le seigneur ne doit jamais manger de la loco. En passant, c'est des repas à modérer. Une fois en passant, là, on veut savoir, c'est quel moment? Même si on le fait une fois le mois. C'est bon. À bon. modérer, voilà, pour les hommes surtout. Mais les femmes, les jeunes femmes, je vous ai dit, les jeunes femmes sont protégées, elles peuvent le manger, c'est leur habitude. Elles ne sont pas malades généralement dans la loco. Non. Mais nous, les hommes, on doit faire attention à ce type de repas. D'abord, ça descend vite dans le sang. L'index glycémique est élevé, ça descend vite dans le sang, ça fatigue le pancréas. Mais surtout encore, en termes de quantité de sucre, nous les hommes, nous risquons de faire entrer beaucoup de sucre dans le corps qui ne nous arrange pas. Le sucre n'arrange pas les hommes surtout. On dit la pilule aussi pose problème? Effectivement, je disais tout à l'heure qu'il disait en son temps que les jeunes femmes sont protégées. Une femme qui a une activité ovarienne normale est protégée. Mais une fois qu'on commence à se mettre sous des pilules, là, la protection n'est plus aussi bonne comme celle qui n'est pas sous pilule. Et comment maintenir l'équilibre? Puisque c'est important aussi de prendre des pilules pour réguler les grossesses, le planning familial et tout ça. On peut faire une bonne éducation, comment réguler? Un bon planning. On n'a pas forcément besoin de prendre les pilules pour faire un bon planning. Ça vous brise un mythe. Franchement, c'est sûr que le ministère... On n'a pas forcément besoin de prendre les pilules pour faire un bon planning. Nos parents n'avaient pas... Vous préconisez quoi exactement? C'est la communication d'un couple. On communique dans un couple. Vous allez à l'hôpital, vous voyez un gynécologue. Il va vous expliquer un peu. Donc, docteur, vous assumez ce que vous dites. Exactement, parce que là, vous attaquez à quelque chose qui est très important. Les pilules rendent malade. C'est ce que vous dites. Je le dis. Les patients que je reçois, un patient veut me voir. Généralement, on veut me voir quand il y a un problème. Les pilules sont un facteur de diabète.
les pilules est un facteur aussi de diabète. Ah, voilà, je le dis et puis je l'assume. Je reçois des dames, on dit, elles viennent, elles sont à 80 kilos. Et puis on les met sur pilule. Moi, je ne comprends rien. Elles sont à 80, elles sont à 100 kilos. Et puis bon, le médecin, le gynécologue, c'est pourquoi elle a mis sur pilule. Docteur, ce que vous dites là, c'est très important et c'est très alarmant. Ça coule. Après, ça coule. La santé de la jeune femme, ça coule. Ça coule. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les pilules sont introduites pour essayer de préserver la vie aussi des femmes lors des grossesses, pour réguler et tout ça. Aujourd'hui, vous nous dites que les pilules, c'est pas bon. L'alternative, c'est quoi concrètement? Qui serait homologué aussi par les dirigeants? J'ai dit que les pilules favorisent, est un facteur qui favorise aussi. La peur est dans le camp maintenant de celles qui utilisent les pilules. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il n'est pas intéressant d'utiliser de manière abusive les pilules. Je voyais une dame qui me disait, par exemple, je voulais protéger ma famille. Aujourd'hui, elle est diabétique. Je voulais protéger ma famille. Mais au foyer, c'est la communication. Coco, bonjour. Aujourd'hui, là, je suis à mon 13e jour. Si aujourd'hui, tu vas... Non, allons-y directement. Allons-y directement. Aujourd'hui, il y a l'enfant qui est là, il a 1 an et demi. Si aujourd'hui, tu fais, si tu m'enceintes, on va enchaîner les enfants. Communiquer au couple. Cette communication-là ne passe pas. Justement, c'est parce que ça ne passe pas qu'on balise avec la pilule. Non, la pilule... Ou d'autres moyens de contraception. Il y a d'autres moyens. Monsieur, il est dans des conditions, il a une épouse et bon, voilà. Elle fait un blocage. Qui a l'acné de sa beauté. Le divorce va grimper encore. Moi, je pense que... Après, on en parlera. Non, mais il faut dire, vous devez parler au peuple. Vous avez déjà tout dit. Dites tout en même temps. Cassez tout le papo ici. Je vais casser tout le papo. Parce que nous, on ne peut pas, nous, franchement, casser le papo. Casser le papo en même temps, comme on dit. Elles disent, moi, j'aimerais protéger ma famille, c'est pourquoi je me mets sur pilule. Une femme qui a 80 kilos se met sous pilule, vous allez voir, généralement, après ça coule. Elle commence à avoir des soucis de cœur, parce qu'elle est sous pilule. Ça arrive. J'ai plusieurs exemples. À la maison, le mariage, c'est la communication. Je ne suis pas sur un coup de mariage, mais il y a la communication. Alors, on explique aux jeunes femmes, on fait des éducations, je pense, ça existe, non? L'éducation, c'est-à-dire que connaître son cycle mensuel, ici, il y a une période dangereuse, une période non dangereuse, on peut faire le coït interrompu, ici, si on fait, si on aura... Il y a tout. Au moins, c'est la communication. Et souvent, les jeunes femmes refusent de communiquer avec les hommes, elles se mettent sur le ok, bon, fais ce que tu veux faire, le reste, on assume. Non, il faut communiquer, on communique. Ça se fait à deux, ça se fait à deux. Et puis, après, les femmes, ne croyez pas que nous, les hommes, nous sommes aussi, nous sommes comme ça. Non, on comprend. Il faut parler à son homme. On parle à son homme, on lui fait comprendre. On lui fait comprendre, non. En tout cas, la vie est lancée aux hommes à devenir nous témoigner sur ce sujet-là, la compréhension. Un refus brutal que l'homme maintenant s'élève. Docteur Anvo, je ne l'ai jamais vu comme ça. Ça fait des années que je le côtoie. C'est que ce thème-là vous touche particulièrement. C'est malheureux. Alors, pour terminer, docteur, qui font un diabète. Docteur, pour terminer rapidement, s'il vous plaît, on va avoir 2 minutes avant de terminer. Quelles sont les mesures préventives globalement qu'on peut apporter? Alors, j'aimerais souligner ce tableau. Il y a une grosse erreur souvent que nos femmes et nos jeunes femmes font. Souvent, on fait un régime, on ne mange pas toute la journée et c'est le soir on prend des fruits pour aller se coucher. C'est une très grosse erreur. Une très grosse erreur. Ne pas manger la journée ou bien le soir, il fait un régime pour aller se coucher. Et encore, j'aimerais aussi souligner ceci, il n'y a pas oublié. Toutes nos mamans qui sont ménopausées doivent faire attention à leur repas du soir. Elles doivent privilégier quoi? Les repas qui ne contiennent pas assez de sucre le soir. D'accord. Voilà. Quoi par exemple? Pour nous, mamans, concrètement, elle arrive au marché et elle achète quoi? Une maman, à 53 ans, elle est ménopausée, elle n'a pas une activité normale. Alors, dans la journée de midi à 15 h, elle fait son vrai repas. Elle n'a pas une activité normale. Elle n'a pas une activité ovarienne normale, elle est ménopausée, elle n'a pas d'activité ovarienne, elle n'a pas d'oxygène, elle est plus protégée, elle est risquée comme nous. Alors, à midi, elle mange son vrai repas. Alors, les mamans, elles sont bien conscientes. Le soir, elle peut arriver, elle boit une bonne soupe de poisson, elle s'en va se coucher. Le soir, elle peut faire par exemple un poisson frit sans sel, une petite salade, ou bien un petit pois qu'on va marcher 250, 300. Oui, on en a vu. Voilà. Mais le soir, pas possible qu'une maman qui est ménopausée le soir se met à manger un gros repas sans foutu le soir. Non. Toutes les femmes qui sont ménopausées, c'est pas homologué. Toutes les femmes qui sont ménopausées, qui le soir vont faire de gros repas, ont le fort risque de faire une diabète. Elles doivent avoir un régime adapté en fonction de leurs conditions. Parole de docteur Anvo sur ce plateau, il le dit et il le confirme. Merci beaucoup d'être resté dans notre compagnie. Le gourou des hommes. Merci docteur Anvo, l'ami des femmes et moins des hommes, avec ce qu'il vient de nous dire là. Vous êtes nos amis, on espère vous retrouver nombreux demain, vendredi, pour le final de la semaine.